Avait-il fini par choir du muret? Les scorpions, qui si souvent avaient fait claquer leurs pinces et fouetté avidement l'air de leur queue gorgée de venin, semblant dire « Nous finirons bien par vous avoir ». Avait-il finalement eu raison de mon jeune frère? Ou n'avait-ce été que des menaces en l'air? À l'époque, notre grand jeu consistait à effectuer le tour complet de la maison sur le mur d'enceinte de terre blanchie à la chaux. Afin d'accroître la difficulté plus que par souci de discrétion, nous attendions que la nuit soit tombée et que notre père ait éteint la dernière lumière au fond de l'atelier du garage. Nous l'entendions saluer dans l'obscurité Mamadou, son mécanicien indigène. « Inch'Allah !» concluait toujours celui-ci. Puis il s'éloignait, noir sur noir, sans tête, ni bras, ni pieds. Un instant, il semblait flotter entre deux vagues de chaleur, avant d'être emporté par la nuit. C'était le moment, celui où les scorpions se décidaient enfin à sortir de leur trou pour profiter du peu d'humidité. Ils partaient en chasse. Ils n'attendaient plus que nous. De là-haut, pieds nus, bras écartés, on entendait nettement crisser les graviers sous leurs pattes et leurs corps durs, guettant le moindre de nos faux pas. Par centaines, alors qu'il n'y en avait peut-être qu'une dizaine tout au plus, mais notre imagination faisait le reste, peuplant la cour d'une formidable marée de mandibules, crabes mortels, dévorateurs d'enfants. Le spectacle se déroulait sans filet et sans public, pour nous seuls. Ne pas attirer l'attention de notre père. Je crois que je n'ai jamais eu peur, enfin du moins réellement. J'en retirais bien trop de bénéfices. Ange des ténèbres, j'endossais avec délice mon rôle de petit dur, juste une formalité à remplir lorsque l'on est un homme. Je me voulais fidèle à l'image que je me faisais de papa. Tandis que mon frère, je pouvais presque entendre ses genoux s'entrechoquer derrière moi. Mais comme toujours, il se forçait à me suivre, de peur d'être disqualifié à mes yeux. Pourquoi nos parents s'étaient-ils séparés? Et comment se faisait-il que notre père ait obtenu la garde? Ah, la chose avait de quoi surprendre, surtout pour l'époque. Quel crime avait bien pu commettre maman? Ou bien nous avait-elle tout bêtement abandonné? Je n'ai jamais véritablement eu de réponse. Je n'en ai pas cherché. Pour ma part, je n'ai jamais douté de revoir notre mère. Ah, c'était une évidence qui aujourd'hui me désole et me désarme. Mais je prenais alors les choses comme elles venaient. Contrairement à mon frère, il restait inconsolable. Avec le recul, je me dis que ce mur sur lequel nous avancions, moi, en funambule, lui, en somnambule, avait fini par acquérir des hauteurs insoupçonnées et glacées de solitude. Et lorsque nous en étions redescendus, mais en étions-nous seulement redescendus? C'était chacun de son côté. Je m'étais tranquillement dirigée vers la lumière, tandis qu'il s'enfonçait inexorablement du côté sombre. Et pourtant, il se donnait un mal de chien à n'en rien laisser paraître. Ouais.
ravalant ses sanglots lors de nos parties d'équilibriste sur le fil de la nuit, s'efforçant de mettre ses pas exactement dans les miens. J'étais sa mesure, sa toise, tout comme papa était la mienne, en cascade ou bien en dégringolade. Et si notre père était un homme dur, c'était un homme juste, rectiligne, vieille école. Jamais il ne nous aurait frappé à tort, non pas tant par conviction, mais car cela s'avérait parfaitement inutile. Il lui suffisait de me regarder droit dans les yeux. Aussitôt, le sang se mettait à battre plus vite dans mes veines. Une fois, il arriva que celui-ci me corrige violemment. Ah, non pas une simple fessée ou une gifle, non, mais un véritable coup de poing qui m'envoya au tapis. Et pourtant, par la suite, je ne lui en voudrais pas. Bien au contraire. Ce jour-là, j'avais fait le chemin de l'école jusqu'à la maison en courant comme un dératé, laissant mon frère encore plus loin derrière que d'ordinaire. Nous étions le 9 novembre 1970. D'une voix solennelle et émue, notre instituteur venait de nous apprendre que le général était mort. À la radio, il le répétait en boucle. Nous pouvions rentrer chez nous. Il n'y aurait pas classe aujourd'hui. Et moi, depuis, je bondissais. Le général est mort. Le général est mort, semblait scander joyeusement mes sandales à chacune de mes foulées. Que personne n'ait le temps d'annoncer avant moi la bonne nouvelle à mon père. Et papa, De Gaulle est enfin mort. Ce cochon. La réponse fut immédiate. Sa droite me cueillit en plein au milieu du front. J'étais stoppé net dans ma lancée. Je venais de buter contre un mur. Un instant auparavant, j'étais encore si fière d'être ce messager de vengeance. Mon père me dominait de sa masse. Il obscurcissait le soleil. La main de Mamadou lui effleura l'épaule et pas trop. Après une seconde interminable, il m'aida à me relever. On ne parle pas comme ça d'un mort. Même de son pire ennemi, souviens-t-on. Et maintenant, file dans ta chambre, je viendrai te voir plus tard. Et lorsqu'il était venu, car bien sûr il était venu, nous avions évidemment parlé de tout, sauf de ça. Mais pourquoi l'aurions-nous fait, hein? Ah, c'était une affaire entendue, j'avais bien compris ce qu'il voulait dire. À telle enseigne que le lendemain, plutôt que de chercher à camoufler les preuves de son coup sous un chapeau de paille, je me laissais aller à exhiber à mes camarades l'œuf de pigeon que j'avais désormais entre les deux yeux. Je mimais un combat de boxe, m'acculant moi-même dans les corps, mais faisant front, hein, preuve à l'appui. J'accueillais ma défaite avec panache, jusqu'à ce que le gong fêlé de la cloche de récréation mette un terme à ma prestation. Cette marque au milieu du front, c'était l'empreinte de mon père, son blason, et certainement pas le sceau d'infamie ainsi que mon frère semblait se le figurer, regard fuyant et tourmenté. J'étais bel et bien le fils conforme de mon père. Mais cela allait encore infiniment plus loin. Je venais de me découvrir un cœur de pied noir, moitié blanc, moitié noir, aux portes du Sahara, dans la sécheresse de son baiser. Car de tous les familiers de la maison, seul Mamadou s'inquiéta ouvertement pour ma blessure. Même si depuis, j'en suis venue à soupçonner mon père d'en avoir été le secret instigateur. Il y mit tout le tact d'un adulte envers l'un de ses semblables, évitant soigneusement de me blesser par quelque enfantillage que ce soit. De la poche ventrale de son bleu, il extirpa un morceau de papier journal graisseux
Celui-ci contenait une mixture pâteuse et huileuse. Une odeur pestilentielle me sauta aux narines et je réprimai un haut le cœur. Ah, c'était un puissant remède. Hein. Il n'y a pas si longtemps encore, les guerriers de sa tribu en faisaient grand usage. Je le remerciai, du bout des lèvres, m'efforçant de faire bonne figure. Je m'imaginais déjà marinant jusqu'à l'écœurement dans les relubles de poissons pourris mis à boucaner au soleil. Et cette fois-ci, le rire de Mamadou se révéla au grand jour. Ah, il était franchement hilar, amorçant jusqu'à un petit pas de danse comme ça, juste devant ma mine déconfite de lionceau, tombée à l'eau croupie d'une mare. Mon deuxième père, en guise de nounou, un ventricule blanc, un ventricule noir. Tout ce que je savais de la mécanique automobile, ou ce que je croyais savoir de la vie, je le lui devais autant qu'à mon père. Ouais. Mamadou et moi étions de véritables amis pour la vie. Et combien de fois, sous l'arche du Manguier, ne nous étions-nous pas retrouvés autour d'une partie de domino? Hein? Une face en ébène, une face en ivoire, incrustée de clous de nacre. Et pourtant, je devais le trahir. Je ne me suis jamais véritablement expliqué pourquoi. Était-ce une façon de nous mettre à l'épreuve? Ou fallait-il y voir une tentative extrême de réintégrer une place que je n'aurais jamais dû quitter aussi prématurément, celle d'un tout petit garçon d'à peine 12 ans, un gamin? En fervent musulman, Mamadou pratiquait la prière plusieurs fois par jour, agenouillé et tourné vers la Mecque. En général, il s'installait sous le tapis frangé d'ombre du Manguier, précisément là où nous pratiquions avec assiduité le domino. Ce jour-là, je me trouvais au-dessus de lui, perché dans les branches, avec une vue imprenable et inédite sur son postérieur. On aurait dit une grosse poule en train de picorer dans la cour. Et il faisait une cible merveilleuse. Sans réfléchir, je cueillis une mangue bien mûre et mon projectile vint s'écraser dans un bruit mou juste à côté de lui. Mamadou continuait de psalmodier. Oui, il arrivait fréquemment que des fruits se décrochent tout seuls. Je ne restais pas là. Le diable ou je ne sais quoi d'autre semblait me posséder. Mon troisième tir toucha enfin au but et la mangue pourrie vint s'étaler au milieu de son dos. Je gloussais sur les feuilles. Mais Mamadou ne montrait toujours rien que ses prières adressées à son Dieu. Une fois terminées, sans un mot, sans un regard vers les frondaisons coupables, il s'éloigna vers l'atelier et disparut dans l'ombre. Je restais un bon moment sans bouger, comme soudain frappé de stupeur par la stupidité de mon geste. Après 1 heure ou 2, rassuré par les bruits familiers de l'atelier, je me résignais enfin à me laisser glisser le long des branches. Et à peine eus-je fait 3 pas vers le portail qu'une ombre noire fondit sur moi. Je ne cherchais pas à me débattre. Il était en proie à une rage froide et déterminée, mais il se contrôlait, il mesurait sa force. Mamadou se contenta de me corriger à sa façon, sans cri et sans débordement superflu. C'était un fléau qui s'abattait sur moi,
pour séparer le pendrin de l'ivraie. Jusqu'à ce que mon frère ne surgisse en larmes, s'extirpant de je ne sais quel trou de souriceau. Terrorisé, il avait assisté à toute la scène, traumatisé comme si cette raclée, c'était lui qui la recevait. Il se précipita dans les jambes de Mamadou, le supplia de me laisser. Je crois même qu'il s'accusait à ma place. Et durant tout ce temps, il ne cessa de jeter des regards effarés partout, oui, tout autour de lui, redoutant de voir apparaître notre père. Mamadou suspendit son bras. Nous échangeâmes un regard de connivence. C'est bon, emmène-le. C'était logique. J'étais l'aîné. J'éloignais donc mon jeune frère. Je frissonnais. J'avais le corps éreinté et brûlant de fièvre. Sentiment de ne plus être tout à fait le même. Comme si j'avais laissé dans la souffrance les derniers lambeaux de mon enfance. Je n'avais plus qu'un désir, m'allonger, dormir tout mon sou, ne plus penser à rien. J'essayais malgré tout de rassurer mon jeune frère, lui demandant de garder le silence. Mais la punition de Mamadou avait bien trop frappé sa sensibilité, son cœur déjà vacillant. Chaque coup, c'était comme une pierre qui se dessayait maintenant. Il finissait de se désagréger. En désespoir de cause, je l'obligeais à jurer de ne rien dire sur la vie de notre mère. C'était une histoire d'homme entre Mamadou et moi. Il en allait de mon honneur. Et puis sans doute aussi craignais-je pour ce dernier. Avait-il pas osé frapper sur le fils de son patron, son fils aîné, sur un blanc? Mon frère finit par jurer, à contre-cœur. Puis il enfouit le plus profondément possible sa tête sous l'oreille et s'enlisa dans sa main. Je n'en pouvais plus. Je me m'écroulais à mon tour. Je sombrais aussitôt dans un sommeil de plomb. Quand je revins à moi, c'était l'heure de passer à table. J'enfilais en serrant mes dents mon pull de montagnard, anachronique, tant par son cerf dans sa forêt de sapins enneigés, qu'au regard de la température, accoutrement qui a bien y réfléchir, risquait fort de mettre la puce à l'oreille de mon père. Je n'avais rien imaginé de mieux. Mon frère me suivit, les yeux rouges, encore injecté de frayeur. De tout le repas, mon père ne pit pas mot. Apparemment, il n'avait rien remarqué. Il n'était pas au courant. C'est tout juste s'il jeta un regard indifférent sur les bois trempés de sueur de mon cerf.
Nous avions fini de souper. Je m'apprêtais à demander la permission de sortir de table. Tu t'en tireras bon compte. Si tu étais venu te plaindre, tu peux être sûr que je t'aurais remis exactement la même chose. Et dans un regard que je n'oublierai jamais, il avait ajouté silencieusement: tu n'es qu'un petit con, et tu sais encaisser et reconnaître quand tu as tort. Je suis fière de toi. C'en était trop pour mon jeune frère. Il éclata en sanglots et sortit de table à son tour, s'enfuyant avec quelque chose d'erratique dans ses mouvements, presque comique. Silence. Vibrait autour de moi. Intense. Et plus encore, à l'intérieur de moi. J'en avais les tripes nouées, retournées d'émotion et de fierté. Jamais. Les scorpions ne se firent plus menaçants que ce soir-là. Mais j'étais intouchable. Mon cœur planait haut dans la nuit. J'étais mon père. Tandis que tout en bas, déjà un pied dans le vide, mon frère n'en finissait plus de se débattre sous les coups répétés de fouet des graves des ténèbres. Je me sentais incroyablement libre et tout puissant. Je ne me retournais pas. Je prenais mon essor. Je l'abandonnais à lui-même. C'était ainsi. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Ben non. Oh, c'est dommage. Ils n'ont jamais aimé le théâtre, alors il a fallu que je me lance toute seule. Ma pauvre petite. Dans l'inconnu, ouais. Alors nous allons accueillir notre prochain enfant de la soirée. Comment t'appelles-tu, Bertrand? Bertrand. Très bien. Alors, Bertrand, dans cette soirée, c'est l'homme qui n'a pas grandi. Peter Runz ou Bertrand Pan, à lui de choisir. Personne ne sait où il est né, tout comme, et nous le disions en ce début de présentation, il n'a pas d'âge. Peter Runz n'est plus un grand enfant perdu, car il a osé l'écriture. Il a trouvé sa voie. Il survole les scorpions. Il est donc tout sourire. Sa première qualité, l'optimisme. Alors dis-moi, mon grand Bertrand, as-tu une blague que tu voudrais partager avec nous? Non, pas deux fois. Non, je me suis fait avoir la dernière fois avec des élèves, j'ai sorti une blague. Ou alors une très courte. Allez, une petite blague. Non, alors non, je vais vous en sortir une littéraire. Parlez dans le micro. Oui, voilà. Il n'est pas branché, mais c'est pour le sketch. D'accord. Alors, c'est au Moyen-Âge.
dans les quartiers, il y a un chef de quartier un peu, voilà. Et puis il y a une rôtisserie, et il y a un mendiant qui demande l'aumône près de cette rôtisserie. Et le rôtisseur, il en a ras-le-bol, parce qu'à tous les jours, il est là, il voit l'autre, mais parce que l'autre, il y a un petit fenestron, il est là, il sent les bonnes odeurs, évidemment, voilà. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui passe et qui lui donne des louis d'or. Alors là, le rôtisseur, là, il n'en peut plus, là, il sort, il prend les louis d'or. Alors, le mendiant, il crie, les gens s'attrompent, on appelle le sergent de ville, enfin le chef du quartier, qui se fait expliquer l'histoire, et le rôtisseur qui dit oui, mais il en a marre, parce qu'il est tout le temps là, voilà, donc c'est infernal, ça dégoûte les clients, et puis il respire les bonnes odeurs qui sortent de chez moi, il paye pas, c'est pas normal. Alors bon, le chef du quartier réfléchit, il dit bon, eh ben, je comprends, très bien. Eh ben, écoute, voilà, lui, il reprend les louis d'or au rôtisseur, il lui dit, ben, il a eu l'odeur, il lâche le louis d'or, cling, il tombe sur le pavé, il lui dit, ben voilà, toi tu auras eu le son.